Bonsoir et bienvenue à l'émission Jardinons en santé avec Paul et Gilberte, une émission de jardinage biologique dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse. J'ai des grains de mil, j'ai des grains de paille, j'ai de l'orange, j'ai du tuile, j'ai des tricolis, j'ai des aliments, j'ai des ananas, des farcis, du laurier, du riz, j'ai des anasies, j'ai des anasines, j'ai des anasos, j'ai de beaux oiseaux. Donc, bienvenue à la deuxième émission de la série Jardinage biologique 101. Et on va entreprendre un nouveau sujet, mais le plan des émissions, c'est on regarde au jardinage biologique les définitions. Deuxième, le sol. Troisième, le compost. Quatrième, les graines. Cinquième, la rotation des cultures. Sixième, la gestion de l'eau. Et septième, les familles de cultures. Donc, c'est ça le grand plan de notre projet, la série Jardinage biologique. Et aujourd'hui, Gilberte et moi, on va discuter le sol et les amendements. Donc, bonjour Gilberte. Bonjour Paul, comment ça va? Ça va vraiment bien. Le sol, on pense que le sol est juste là. Qu'est-ce que tu nous as à dire pour commencer notre discussion? Premièrement, pour commencer la discussion, les fermiers bio sont toujours les gratteurs de terre. Gratteurs de terre, qu'est-ce que ça veut dire? Mais les fermiers bio, la qualité de notre terre, c'est la chose la plus importante qu'on a. Parce que ça peut travailler à notre bénéfice. On est des gratteurs de terre parce que si on n'a pas une bonne terre, ça ne travaille pas quand on ferme bio. So, l'important, c'est de donner à manger à notre terre, puis notre terre nous donnera à manger. D'abord, on est des gratteurs de terre. Puis même les éleveurs d'animaux bio, la priorité, c'est d'avoir des bonnes terres ou de bien prendre garde dans notre terre. Si on ne prend pas garde dans notre terre, on ne peut pas vraiment produire bio. Puis c'est ça, un des affaires. OK, c'est ça la clé. C'est ça la clé de la production bio. Parce qu'on a besoin d'une bonne terre, bien remplie de bonne matière organique. C'est pour ça qu'on est appelé bio, hein? Oui, ça prend vraiment combien de temps pour créer de la terre ou créer de la bonne terre? Quand tu commences avec du gazon, par exemple, ça prend à peu près 3 ans à travailler ta terre pour que ton écosystème de ta terre soit stabilisé. Tu peux encore pousser du stuff, mais pour que l'écosystème de dans la terre s'habitue à la microflore de dans la terre, s'habitue à un système de production de fleurs ou de légumes. Ça prend à peu près 3 ans avant que ton écosystème soit stabilisé après que tu commences à travailler ta terre, comme par exemple d'un gazon. OK, donc à commencer de nul, plus ou moins. Exactement. Oui, et ça ne veut pas dire 3 ans pour... On ne parle pas là d'avoir une certification bio. Ça, c'est pour créer de la terre qui est de santé. C'est pour créer ton écosystème. Et puis, l'autre affaire, tu peux accélérer ça en ajoutant des choses qui ajoutent beaucoup de bactéries, puis des choses comme ça, comme du fumier, du compost, du thé de compost, des affaires comme ça. Ça accélérera... comment vite que ça va. Puis moi, par exemple, quand je commence de mon gazon ou, par exemple, l'année passée, on a acheté de la terre pour faire du foin, ça va nous... Si on veut l'accélérer, on ajoute des choses qui ajoutent des bactéries puis les protozoes. So, on ajoute des employés pour aller dans notre écosystème. Et ça veut aussi dire, n'est-ce pas, si on commence d'un vieux jardin qui a été négligé oui. ou disons, où il y avait un système de jardinage moins sain. Moins sain, oui, c'est ça la façon de le dire, là. Parce que c'est ça la clé. Dans la production bio, il faut que tu encourages l'établissement
des bonnes bactéries, des bonnes moisissures, la mycorhize, les protozoaires, c'est tout les vers de terre. Faut que tu encourages ça. So, tu peux en ajouter en te servant des affaires comme du compost, du thé de compost. Tu peux même acheter de la mycorhize ou des choses comme ça pour accélérer le système. Mais si tu veux le faire de la vieille manière, ça prend à peu près 3 ans. Comment est-ce que tu es supposé de savoir comme l'état ou la condition de ton sol, de ta terre? Ben, comme dans la terre, il y a quelques manières pour pouvoir checker faut que tu saches la type de sol que tu as. Oui. Par exemple, si tu as une terre glaiseuse ou limoneuse ou quelque chose comme ça fait que c'est un petit brin différent. Gilberte, comment est-ce qu'on est supposé connaître son sol? C'est pas juste le sol, c'est le sol? Non, la première affaire, moi d'habitude, si tu n'as jamais jardiné, je recommande que vous faisiez tester votre sol. Tu prends un échantillon de terre, puis tu l'amènes au département d'agriculture, puis tu fais tester ton sol pour savoir qu'est-ce que tu as. Si tu sais pas qu'est-ce que tu as, tu sais pas qu'est-ce que tu as besoin d'ajouter. D'habitude, comme nous autres, sur notre ferme, on ajoute des choses à tous les années, mais on fait tester notre sol à tous les 2-3 ans. Et puis, Monsieur Elliot Coleman avait dit, when I do soil testing, it's like a report card. I won't be I have to be a straight A student everywhere. Puis ça, c'est une des affaires qu'il faut faire. Faut quasiment que quand tu gardes aux nutriments disponibles, faut que tu en aies beaucoup. Mm-hmm. Si tu veux que les affaires poussent, si tu veux pas que les affaires poussent, puis le but de faire des jardins, c'est faire du stock poussé. Puis aussi, tu veux pas seulement que ça pousse, mais que ça pousse de santé pour que les plantes peuvent résister aux maladies, aux insectes au stress. Puis ça, c'est une affaire. Juste parce que tu es bio, ça veut pas dire que tu peux... Ça veut dire qu'il faut quand même que tu engraisses ta terre. Monsieur Elliot Coleman mettait 40 tonnes de compost dessus chaque pan de terre. Mm-hmm. On a déjà discuté le besoin de la matière organique dans le sol, puis en général, combien de matière organique est-ce que ça prend? Ben, si tu veux faire ça bio, tu as besoin de beaucoup de matière organique. Oui. Puis d'habitude, quand ce que tu fais test, la majorité des fermes en Nouvelle-Écosse ont un niveau de matière organique entre 2 et 5. Moi, un bon niveau de matière organique pour une bonne terre bio, tu as besoin d'être entre 10 et 15. Ça veut dire que faut que tu ajoutes beaucoup de matière organique. Puis ça, c'est une des choses clés. Si tu veux faire de la production bio, faut que tu mettes beaucoup de matière organique parce que c'est là que toutes les bonnes bactéries, puis toutes les mycorhizes, puis toutes les affaires habitent. C'est l'habitat pour tes petits animaux qui sont bénéfices. Oui, ben tu m'as déjà dit que chaque cuillerée de thé de terre peut contenir jusqu'à 100 millions de milliards de bactéries. Donc ça, c'en est beaucoup. C'en est beaucoup, exactement. Puis le plus de bactéries bénéfices que tu as, le moins de mauvaises bactéries que tu as. So, c'est important de créer un bon habitat pour les bonnes bactéries. Donc, ça commence à sembler ce qu'on parle déjà dans le ventre. Exactement. L'écosystème de bactéries dans le ventre, dans Exactement. le système digestif et l'équilibre entre les mauvais et les bons. So, la terre, c'est le système digestif pour les plantes, n'est-ce pas? Oui. So, tu as besoin des probiotiques, tu as besoin des affaires qui aident la digestion des nutriments que les plantes peuvent les absorber meilleur, n'est-ce pas? Puis c'est comme un système synergistique, comme les bactéries, les racines, quand ce qui pousse, ils font des cellules neuves. Puis ils laissent des petites affaires aller.
que les bactéries aiment à manger. Ils vont près des racines, puis les bactéries, eux, ils laissent aller des nutriments que les plantes aiment. Ça, c'est manière, ils aiment habiter côte à côte, mais il faut que tu crées un habitat pour eux. Donc, c'est ça ta job comme jardinier. Exactement. C'est pas nécessairement de faire pousser des plantes, c'est juste de créer un système jusque tout ce travail de bactéries a lieu. Exactement. Oui. OK, tu as dit que la terre est l'habitat principal de nos plantes. Il faut que tu saches quelle sorte de terre que tu as. Et en général, comment est-ce qu'on peut décrire la terre comme les sortes de sols qui existent? Moi, la manière la plus facile, puis si vous faisiez une recherche dessus l'Internet, en science, ils parlent du triangle de la Terre. Tu as 3 côtés. Okay. Un côté, c'est limoneux. L'autre côté, c'est argileux. Puis l'autre côté, c'est sableux. Puis là, ils font un triangle avec ça. Puis là, tu as différentes variances de chaque élément dans ta terre. Mais jusque c'est idéal, c'est dans le milieu du triangle. OK. Et puis, c'est ça que tu peux regarder à ça. Puis là, tu peux manière d'estimer ce que c'est. OK. So, tu as trois types de terre. Principal. Oui. Il y a le sable. L'argile. Et le limon, décris le limon, c'est quoi le limon? C'est plus, c'est pas de l'argile, c'est... Mais c'est fin. C'est fin. L'argile colle ensemble, oui. Le limon colle moins ensemble. OK. Et puis, c'est une partie, comme quand ce que tu regardes à la terre, c'est les petites particules, puis ça qui fait ça. Oui. Puis, comme par exemple, l'argile, il y a beaucoup de... quand ce que tu regardes chimiquement, il y a beaucoup de plus puis de moins. Oui. Puis là, ça veut dire que la circulation des nutriments est beaucoup plus facile. Le sable, c'est quasiment comme des cailloux. So, tout est pas mal attaché à ça. Puis les nutriments se séparent beaucoup moins vite. Puis limoneux, les nutriments se séparent puis se collent assez facilement aussi. OK. So, faut quasiment que tu aies un tiers. OK. L'argile, un des bons caractéristiques de l'argile, c'est que ça retient l'eau, mais le mauvais caractéristique, c'est que ça laisse pas toujours de l'eau aller. Okay. La terre limoneuse retient pas l'eau, mais elle circule beaucoup de nutriments. So, l'idéal, c'est d'avoir un balance des 3. Et le sable, c'est quoi l'enjeu avec le sable? Le sable, les éléments, les plus puis les moins sont beaucoup attachés. Puis le sable ajoute beaucoup d'air dans ta terre. So, ça fait que l'oxygène circule beaucoup plus facilement dedans. Oui, mais au niveau de l'eau, c'est un problème. C'est un problème. Oui. So, faut quasiment que tu aies un tiers. Le système de triangle, ça parle surtout de la grosseur des particules de terre, mais est-ce que ça parle de la quantité de matière organique? Non. Puis c'est ça, une des parties, des affaires que c'est difficile. La matière organique, quand on parle de matière organique, on parle beaucoup d'activité biologique. Quand on regarde dans la terre, puis qu'est-ce que notre terre est faite de, on parle de éléments qui sont là. Ça veut dire, on nécessairement parle pas d'activité biologique, mais on a besoin de l'eau, puis de l'air, puis des éléments nutritifs dans notre terre, que ça, c'est de quoi qui est nécessairement hors de l'activité biologique. On a besoin du magnésium, on a besoin du calcium, on a besoin du potassium, on a besoin de l'azote. OK. Puis, il y a beaucoup de ces éléments-là qui sont élémentaux, mais avec l'activité biologique,
ils deviennent beaucoup plus disponibles aux plantes. OK. So, c'est là juste que la matière organique a besoin d'aller être. Mais il faut savoir ce qu'on a le premier. OK. So, faut Par regarder l'analyse. à les éléments non biologiques pour voir comment ça travaille. Et puis, le triangle de terre, ça, c'est une manière d'essayer de trouver ce qu'on a dans notre terre élémentale. Une autre méthode, c'est la méthode cigare. Est-ce que tu prends de la terre assez trempe dans ta main, puis là, tu la passes entre tes doigts puis ton pouce, puis ça laisse comme quasiment, ça ressemble quasiment à une cigare. Puis comment long qu'elle est, tu peux déterminer, puis tu peux la rechercher la méthode cigare sur l'internet aussi. C'est qu'elle a à peu près 2 pouces de longue. Une cigare, ça fait une cigare à peu près 2 pouces de longue. T'as un bon balancement de sable, d'argile, puis de limon. Si qu'elle se casse vite, t'as beaucoup de sable. Ça veut dire qu'il faut que tu corriges ça. Une autre méthode que tu peux essayer de déterminer qu'est-ce que tu as dans ta terre, c'est la méthode bouteille d'eau. Tu mets à peu près une tasse de terre dans une bouteille d'à peu près 2 litres. Tu l'agites, puis là, tu veux voir chaque niveau. Tu la laisses sur ton comptoir pour à peu près une demi-heure, puis tu peux voir les différents niveaux de terre se former parce que l'argile est moins pesante que le sable, puis le limon est plus pesante que l'argile. So, tu peux même voir les niveaux, puis tu peux les mesurer, puis c'est que c'est 1 tiers, tu sais que tu as une bonne terre. Si qu'il y a un petit brin plus d'argile, tu peux voir, hein? Oui. C'est quoi, peux-tu dire, était un mot général à dire sur les sols qu'on trouve dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse? Est-ce que c'est un sol? C'est l'enfer. Oui, je sais de mon expérience. De la glace dans l'Ice Age. Ah oui, les glaciers. Les glaciers, parce qu'ils ont descendu puis qu'ils ont fait manière comme des chemins, ça change de 5 pieds d'un 5 pieds à l'autre. Comme nous autres ici, jusqu'on est sur notre ferme, on a des veines d'argile qui montent puis qui descendent dans Gilbert's Cove. Puis là, t'as un coin de jardin que tout d'un coup, t'as beaucoup d'argile. Ou t'as beaucoup de limon. Ou c'est beaucoup sableux. Ici, à Gilbert's Cove, c'est pas mal argileux. Quand j'habitais à Brighton, c'était sableux. C'était tout du sable. Il y a une autre méthode encore, il y a la méthode pelle. Qu'est-ce que c'est la méthode pelle? Puis ça, c'est ma méthode favorite. OK. Je prends une pelle, je prends un morceau de pelle, puis je la tiens à ma hanche, je tiens ma pelle avec la terre dedans à ma hanche, puis là, je la laisse tomber. Puis si que ça fait des motelans, si que les motelans sont entre un œuf puis une pomme, c'est à peu près cette grandeur-là, oui. Cette grandeur-là, ça veut dire que tu as une bonne terre. Si que les motelans sont beaucoup plus gros, ça veut dire que c'est beaucoup argileux. Si que les motelans sont beaucoup plus petits, ça veut dire que c'est beaucoup sableux. OK. Ça, tu peux manier d'organiser ça. So, on a des tests à faire qu'on peut faire soi-même à la maison, avec pas trop de misère. Donc, disons que tu as une terre sablonneuse. Tu découvres ça, tes tests montrent ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Si c'est beaucoup sableux, tu sais que tu vas avoir des problèmes avec retenir l'eau. So, l'affaire la plus facile à faire, c'est ajouter beaucoup de matière organique. Puis, probablement, il faudra que tu ajoutes de la matière organique à tous les années. Si ta terre est sableuse, faut que tu ajoute beaucoup de matière organique. Comme, quand on habitait à Brighton, il fallait j'ajoutais beaucoup de matière organique à tous les ans. OK. Parce que puis peut-être plus que le normal. Plus que normal, oui. Parce qu'il faut, pour toutes les terres, il faut ajouter de la matière organique. Mais avec une terre sableuse, il faut en ajouter beaucoup plus. OK. Quoi, c'est que pour la terre argileuse, c'est quoi le remède? La terre argileuse retient beaucoup l'eau. Ça veut dire que la terre argileuse,
faut que tu ajoutes du sable et puis de la matière organique. Ah. Puis, dans mon coin argileux ici, j'ai commandé du sable, puis j'ai ajouté du sable, puis faut que j'ajoute 2 fois plus de matière organique que le restant de mon jardin. C'est statistiquement, quand ce que j'arrive à cette section-là, quand ce que ça vient à mon pays, faut que je le double. Oui. Mon paillis est toujours plus épais. Okay. Parce que mon paillis, c'est ça que j'ajoute ma matière organique avec. Ça. Puis pour une terre limoneuse? Pour une terre limoneuse, d'habitude, elle est pas mal balancée, mais parfois, il faut que tu ajoutes un petit brin d'argile parce que la terre limoneuse a moins de minéraux. So, faut que tu ajoutes un peu d'argile. OK. Puis, comme tu dis, une terre idéale, c'est une terre qui a des parties égales de sable, limon et argile. Exactement. C'est quoi la terre noire? La terre noire, c'est ça qu'on appelle une terre humique. Puis ça veut dire qu'il y a un extrêmement haut niveau de matière organique. Par exemple, au Québec, ils servent beaucoup de la terre noire pour planter des carottes. Puis ça que c'est, d'habitude, la terre noire, c'est de la terre qui est établie dans des couches de taupe. Par exemple, si tu prenais du bois, tu allais dans le bois, puis tu coupais tout le bois, puis là, il y a un gros niveau de terre noire. Quand ce que ça va brûler là, près de Keji, ça a tout brûlé le niveau humique dessus la terre parce que c'était assez chaud, ça a tout brûlé la matière organique de la terre. La terre noire, c'est comme 100% matière organique. Si tu ajoutes beaucoup de matière organique dans ton jardin, tu verras que ta terre devient de plus en plus foncée. Oui. Puis ça veut dire que ça fait beaucoup d'acide humique. Et puis c'est bon parce que c'est un haut niveau de matière organique. Donc, je pense qu'on commence à parler des outils pour connaître sa terre et un peu pour comment améliorer la terre. Mais c'est quoi la clé pour avoir de la bonne terre? Parce qu'on veut le faire bio, c'est la matière organique. C'est une des clés. Puis, à mon opinion personnelle, tu peux jamais trop en ajouter. Ça, c'est mon opinion personnelle. Ils disent, puis ça a été prouvé au Québec, ils poussent le carotte la majorité du temps dessus des vieilles endroits où il y avait d'habitude de récolter la taupe. Ça, c'est 100% matière organique. Et puis, ça pousse assez bien parce que moi, je me sens que la matière organique aide à circuler les nutriments beaucoup plus facilement. Et puis, ça retient beaucoup l'eau, so on a moins besoin d'arroser. Puis, c'est l'ingrédient clé, à mon opinion. Jusqu'on va trouver cette matière organique-là? C'est quoi? Définis pour nous autres. C'est quoi la matière organique? La matière organique, des feuilles d'automne, du papier, de la tourbe, les écailles de sarrasin, tu peux les acheter maintenant, l'écorce de bois, du son de scie, des branches broyées, du goémon, de la paille ou du foin, du compost, du fumier. Ça, tout des hauts niveaux de matière organique. OK. C'est du carbone. So, faut que tu en ajoutes immédiatement. Exactement. Et faut faire du compost. Exactement. La matière la plus raisonnable, c'est faire ton compost. Toutes les affaires qu'on jette qui est de la matière organique, si tu le mets dans le compost, c'est de la matière organique gratuite. Tu peux aller t'en chercher puis l'acheter. Mais c'est une ressource que tout le monde a parce qu'on prépare à manger. Hein? Est-ce qu'il y a... Puis même du papier broyé. Ah oui, OK. Ben, le papier, ça me surprit, mais est-ce qu'il y a des choses qu'on ne devrait pas mettre dans le compost de la matière organique? Ouais, le papier, il faut surveiller. J'ai appris cet hiver que le papier, comme de magazine, il y a beaucoup d'argile dedans. Oh. So, ça fait une interférence. Puis, ils questionnent là, dans les papiers glossy,
c'est que la qualité d'encre est pareille. D'habitude, dans le vieux temps, quand il y avait du papier, comme le courrier, un papier, dans le vieux temps, il servait avec l'encre du plomb. Mais au jour d'aujourd'hui, l'encre est toute végétale. Ça, c'est pas mal. Tu peux t'en servir. L'encre que tu as dans tes printers pour ton ordinateur, puis tout ça, c'est pas mal toute de l'encre végétale. Ça, c'est pas mal safe. Et puis, moi, j'aime, pour élever mon matière de niveau organique, moi, j'aime me servir des affaires naturelles, comme la taube, du goémon, de la paille, du foin, des affaires qu'on trouve dehors. Puis, je sais qu'en clair, il y a beaucoup de monde qui roque pas les feuilles, mais il y en a quelques-uns. Puis, le printemps puis l'automne, tu peux aller ramasser des gros sacs de feuilles partout sur tes voisins, puis ils vont jamais se lamenter. Tu sais? So, il y a des affaires comme ça qu'on peut trouver gratuitement, hein? Puis, faut commencer en incorporant beaucoup de matière organique. Donc, on parle du sol et comment identifier son bon sol, mais il y a aussi une question de choisir l'endroit de son jardin, n'est-ce pas? Exactement. Faut que tu aies l'endroit idéal. Faut que tu aies beaucoup de soleil parce que tu veux que ton jardin produise. Puis aussi, faut que ça s'essore assez vite. Faut pas qu'il y ait des morceaux qui restent dessus le fait de la terre le printemps parce que si tu veux un jardin, tu veux pouvoir aller travailler dans ton jardin assez tôt le printemps parce que ça t'endure tout le temps. Puis si tu as un endroit qui reste trempe, ça veut dire que la terre va pas se réchauffer. Puis il faut que ça soit soleillé. Tu peux pas vraiment planter un jardin dessous un arbre. Et puis, si tu n'as pas trop de soleil ou que tu as beaucoup d'arbres alentour de ta maison, c'est peut-être une bonne idée de trouver une place où tu as le bon soleil du matin. Le soleil du matin, c'est le soleil le plus fort. Si tu n'as pas trop de choix, puis que ton alentour de ta maison, il y a beaucoup d'ombre, regarde à l'endroit où le soleil est, quand le soleil se lève. C'est peut-être une bonne idée d'aller prendre une marche, puis regarder si c'est un endroit ensoleillé, jusque les marques d'eau s'accumulent, mais aussi jusque la neige s'accumule, puis qu'il y a des gros bas de neige, ça va prendre un petit élan avant que la neige fonde. Si tu veux avoir un jardin tôt, ça, c'est peut-être pas un bon endroit à faire ton jardin. Par exemple, comme dans mon jardin, il y a des endroits où il y a un petit brin plus, la neige s'accumule un petit brin plus, mais je m'organise que je peux travailler les autres endroits du jardin le premier, puis là, parce que jusque la neige s'accumule, puis jusque c'est ombreux aussi, la terre reste un peu plus froide. D'abord, c'est pas une bonne idée de la travailler tout le printemps. Puis, si vous aimez le jardinage, le monde qui aime à jardiner tôt parce que ça lui tente dur d'aller dehors pour gratter dans la terre. Comme moi, ça me tente dur. J'ai déjà, même quand même qu'il y a de la neige là, il y a des sections de terre que j'ai déjà gratté ce printemps déjà. Et ça veut pas dire que tu peux pas faire un jardin où c'est un peu plus ombragé ou un peu plus trempé, mais faut que tu comprennes que le rendement de cet endroit-là va pas être aussi bon. Par exemple, si tu as un petit brin plus d'ombre, tu peut-être pousseras pas des belles tomates, mais tu pousseras de belles salades. Aussi que tu as un endroit où c'est chaud, où il y a beaucoup de soleil, ta salade sera peut-être un petit brin moins belle, mais tu auras des belles tomates, puis tu auras des belles courges, puis des bons concombres. Oui. Puis, par exemple, des bêtes, des choux, du brocoli, tu peux quasiment pousser ça n'importe où, dans l'ombre ou dans le soleil. Ça, c'est un autre avantage. Mais l'important, c'est quand tu comprends ton environnement local, tu veux pas être tout le temps en train de te battre contre ces conditions-là. Exactement. Puis moi, j'ai un de mes jardins est sur mon lawn, en avant de ma maison.
Parce qu'en arrière de ma maison, il y avait des conditions que j'aimais moins qu'en avant. Puis ça, c'est une des raisons que je pousse des légumes dessus mon lawn. Oui, donc t'as choisi les meilleurs endroits pour les plantes, pas nécessairement l'endroit puisque ton jardin sera hors du chemin. Exactement. Puis, par exemple, comme on a une grange dessus notre propriété, puis la grange est assez grosse, puis elle fait de l'ombre. Puis jusque là, ça fait de l'ombre, je veux pas nécessairement mettre un jardin jusque j'arrive de la production. Donc, ça, c'est une des raisons. Donc, tu as fait la bonne sélection d'un endroit pour ton jardin. Puis là, on va commencer. Quelle sorte de préparation est-ce qu'il faut faire pour ce sol-là? Exactement. Puis, je vais parler de 2 différentes méthodes de production. Le premier va être labourer la terre, la vieille tradition, l'affaire traditionnelle. Puis là, l'autre méthode de préparer ta terre sans labourer. Quand ce que tu laboures ta terre, tu risques d'endommager tes aidants, la microflore, les bactéries, puis les affaires. Parce que tu laboures, ça change, c'est un avantage, ça change l'écosystème vite, mais tu risques d'endommager les bactéries, puis les mycorhizes qui sont bénéfices. So, il y a un avantage puis un désavantage. Si tu commences rien qu'à jardiner, puis que tu as des problèmes, que tu avais de la misère à ésaber, puis des affaires comme ça, en labourant, tu peux effacer des problèmes. Si tu avais des maladies ou des affaires comme ça, tu le tournes dedans ta terre. Si tu avais des mauvaises herbes, tu les tournes dedans ta terre, tu effaces des problèmes. Mais pour planter des graines, il faut que ça soit bien fait. So, tu peux pas vraiment avoir des mottelages dans le sol ou des affaires comme ça. Mais quand ce que tu laboures beaucoup, tu peux avoir des problèmes de compaction. Puis, ça t'est dit, si qu'il y a des endroits où tu marches beaucoup, tu peux avoir les mêmes problèmes de compaction que si tu laboures avec un tracteur. OK, puis des fois, on parle d'un hard pan. Exactement. Mais en Nouvelle-Écosse, on a des hard pans naturels qui ont été faits avec la glace. Puis ça m'a été dit ce printemps que quelqu'un qui marche avec un stiletto dans le jardin peut faire aussi tant de compaction qu'un tracteur. Parce que tout ton poids est sur une petite surface. So, faut faire attention à ce qu'on a en jardin, parce que si la terre est toute compactée, les racines ne peuvent pas pousser. Donc, ça, c'est une sous-question. Quand on va tourner la terre ou labourer la terre, il y a toute cette question de ne pas marcher ou d'éviter de faire de la compaction. Exactement. Le labourage enlève les effets de la compaction. Est-ce que ça, c'est correct à dire? Oui, mais si tu laboures tout le temps à la même creusure. Puis, il recommande que quand ce que tu fais ton jardin, tu laboures à une creusure en année, puis un petit brin plus creux l'année d'après, l'autre année, un petit brin moins creux, un petit brin plus creux, sauf que tu changes les affaires, puis ça réduit la compaction. En ajoutant beaucoup de matière organique, tu réduis ta compaction aussi. En plantant du sarrasin, à cause que la manière que le sarrasin, les racines poussent, ça réduit la compaction aussi. So, il y a des affaires que tu peux faire pour réduire la compaction aussi. Mais dans un jardin, un petit jardin, d'habitude, c'est pas trop de problème. C'est plus pour les grosses productions agricoles, jusque tu as les gros tracteurs avec des grosses tailleurs qui labourent. Quand ce que tu laboures, quand ce qui s'étrempe, tu fais de la compaction. OK. So, ça, c'est plus une affaire que les gros producteurs ont besoin de s'occuper. On laboure le printemps. On laboure 2 semaines plus tard. D'habitude, tu hasses ou t'amènes une disque 2 ou 3 fois pour casser les gros motelans. Et puis, faut que tu enlèves les roches. Toutes les roches? On est dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse.
Les roches qui sont à peu près un pouce et demi, 2 pouces, vous pouvez les laisser. Mais moi, d'habitude, j'ôte les roches 1 pouce ou moins. 1 pouce ou plus. Puis, ça fait 12 ans que je ramasse des roches dans mon jardin. Puis, je ramasse encore des roches. Ramasses-tu les roches de la surface ou vas-tu gratter un peu pour les ramasser? Ou... Si c'est des grosses roches, je les gratte. L'année passée, il y a un de nos jardins qu'il avait d'habitude d'avoir une vieille maison, là. Puis, il a juste ôté la maison, déménagé jusqu'à mon portique. Ça, c'était une vieille maison qui avait d'habitude d'être en avant de ma terre. Puis ils ont trouvé le coin de la fondation l'année passée. Puis on a décidé de tout ôter les roches à la place de essayer de les enterrer. Parce que nous autres, on se sent que les roches, quand ça gèle puis ça dégèle, ils montent vers le fait. So, on essaie d'ôter le plus de roches possible. Et puis, quand on laboure, peut-être c'est une bonne idée de demander à un voisin qui sait ce qu'il fait. Il y a beaucoup de voisins qui ont l'équipement, puis c'est facile. Puis une fois que tu as labouré puis hassé, tu peux passer un rotavateur pour tout faire que ça soit tout beau puis planche, puis ça brise tous les gros motelans, puis ça fait une bonne couche de semences. Ça, c'est toutes des techniques à la machine. Exactement. Tu peux acheter un tracteur à 2 roues. Il y a des tracteurs à 4 roues. Ici, dans les régions rurales, tout le monde a un voisin avec un tracteur qui peut rotavater le jardin. Ça veut dire que c'est facile à faire parce que même moi, une production agricole, pour moi, justifier acheter l'équipement, c'est puis les voisins d'habitude ils les font pour rien qu'un petit montant d'argent, mais la famille Zigmars ils ont toujours tourné le jardin à la pelle. Ils commençaient un coin, ils en faisaient un certain montant à tous les semaines, puis là par le temps que le jardin quand ce qu'on fait la méthode intensive française, ils prennent 2 pelletées à la place de une, mais Zigmar disait que eux tournaient toujours une pelletée à la fois, puis ils commençaient d'un coin, puis ils la faisaient par le temps qu'ils commençaient tôt, puis ils en faisaient seulement 10 pieds à la fois ou 20 pieds à la fois, le montant qu'il y avait de besoin, puis ils faisaient le jardin à la pelle. C'est beaucoup de travail, hein? C'est beaucoup de travail. Mais si tu en fais un 4 prends tous les jours ou à tous les 2 jours, c'est pas si tant de travail que ça. Puis, pour une famille, tu n'as pas besoin d'un arc, de labourer un arc. 10 pieds par 20 pieds, c'est suffisant. T'sais, une famille devrait pouvoir avoir un bon jardin de subsistance, une famille avec 2 enfants avec 12 par 12. Ça, c'est un certain niveau de carré. Tu n'as pas besoin d'un gros jardin. La seule affaire qui prend beaucoup de place, c'est les patates. C'est le même principe que tout le monde a oublié une planche ou un objet sur la pelouse et si on retourne après une semaine, ben l'herbe est jaunie ou tu la gardes longtemps, ça tue tout ce qu'on a de besoin. Puis la méthode, en se servant de la méthode solarisation, ça aide beaucoup à te débarrasser des herbes vivaces comme les pissenlits, puis les chiens dents, les affaires comme ça. Parce que pour te débarrasser des mauvaises herbes vivaces, sans labourer, c'est difficile. Et puis, les fermes bio peuvent pas se servir du fameux Roundup. Puis ceci, c'est notre manière de faire quelque chose qui est pas mal parallèle à du Roundup. Okay. Et puis, ce qu'on fait nous autres ici, il y a un des avantages, ça réchauffe ma terre. Ça veut dire que la terre est beaucoup plus recevante à avoir des petites graines. Et puis, ce qu'on fait, c'est qu'on solarise pour 4 semaines, entre 4 à 6 semaines, dépendant de la section. Puis là, ce que je fais, je prends un râteau, puis toutes les affaires qui sont mortes, je les débarrasse, puis je les mets sur le compost.
Et puis là, je gratte ma terre en petits brins, puis je plante. Tu peux ajouter tes amendements comme ton engrais, ton fumier de verre de terre ou des affaires comme ça quand tu grattes. Puis là, c'est pareil pour planter. Est-ce que la solarisation va fonctionner si on a un problème extrême de mauvaises herbes? Disons une espèce qui est vraiment, vraiment mauvaise. Comme des chiens dents? Oui, Oui. oui. Parce que ce qui arrive, c'est même si que les chiens dents, comme les racines sont pas tuées ou la fameuse goutweed qu'il y a Oui. dans Annapolis Royal, c'est plus facile quand ce que tu grattes ta terre. Les racines sont faiblies assez qu'ils sortent facilement. Pour des chiens dents ou quelque chose comme du Japanese knotweed ou du goutweed, ça prendra peut-être 1 ou 2 années ou à la place de 6 semaines, il faudra peut-être que tu laisses ton plastique entre 8 à 10 semaines. So, faut que tu les mettes tôt assez, comme moi j'ai mis mon plastique dans le congé de mars. Faut que tu les mettes tôt assez que ça reste là assez longtemps. Puis avec les mauvaises herbes vivaces, faut que tu les gardes là un peu plus longtemps. OK. C'est un des affaires, sauf faut que tu les mettes là tôt assez. Est-ce que ça peut fonctionner avec des graines et tout? Oui, parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des graines de mauvaises herbes là, comme des épinards ou quelque chose comme ça. La chaleur du soleil qui est sur le plastique noir fait les graines germer, mais là, il n'y a pas de soleil, so ils meurent. Donc, c'est pourquoi il faut user de la plastique noire et pas de la plastique transparente. Exactement. Puis ce qui arrive, c'est pour ça qu'il faut que tu les laisses le longtemps. Parce que la majorité des graines de mauvaises herbes vont germer dans le premier 7 à 14 jours. Ça, faut que tu les laisses minimum 14 jours plus. Okay. Donc, soit on a labouré la terre ou on a fait de la solarisation, mais qu'est-ce qu'on peut faire ensuite avant qu'on arrive à l'étape d'ajouter sa matière organique? Est-ce qu'on veut faire des saillons ou... Ben, tu peux faire des saillants ou des carreaux. Tu établis où ce que tu vas marcher puis où ce que tu vas pas marcher. Okay. Il y a beaucoup de monde que ce qu'ils aiment à faire, c'est où ce qu'ils ont planté les graines, les semences. Ils aiment à faire que ça soit un peu plus élevé que ce qui marche. So, ils prendront une pelle puis ils creuseront un petit bras où ce qu'ils vont marcher, que tu peux voir définitivement où ce tu vas marcher, ou ils font des lignes pour faire que le saillant soit droit. Moi, ici, on travaille le premier 2 pouces de la terre. Puis ce qu'on fait, c'est on aime à creuser jusqu'on va marcher afin que notre bac soit un peu levé, parce que là, ça sèche plus vite. Puis si qu'il y a quelque chose qui arrive, si que jusque je plante est un peu plus levé que jusque je marche, si quelque chose qui arrive que j'ai une grosse pluie, l'excès de l'eau va toujours aller jusque je marche, puis il va pas noyer mes graines. So, ça, c'est une affaire que moi, j'aime à faire parce que je me sens que ça travaille meilleur. Puis, le monde sait qu'ils vont marcher. Moi, j'aime à mettre du paillis où ce que je marche parce que j'aime pas établir où ce que je va pas avoir une production. Puis ça, c'est une autre affaire. Là, si tu veux établir où ce que t'es essayant, puis là, tu peux mettre ton paillis où ce que tu vas marcher. Ça travaille aussi. Est-ce qu'il y a une différence entre la sélection d'un saillon ou d'un bac ou d'une couche de terre élevée ou une plate-bande ou il y a d'autres noms comme des fois on appelle ça des parterres, mais est-ce qu'il y a une différence entre ces choix-là? Moi, je fais des bacs de 4 pieds. Pour une production moindre, ils recommandent des bacs de 30 pouces. Puis là, tu plantes tes plantes un peu plus près. Le saillant traditionnel, d'habitude, ils s'en servent quand ce que tu laboures. Mais même au jour d'aujourd'hui, la tendance c'est avoir un saillant en 12 pouces ou 30 pouces. Parce que là, tu peux mettre 2-3 rangs de carottes. Puis là, tu limites à où ce que tu marches. Oui. Ça fait que tu peux avoir une plus grosse production. Même avec la production de pommes de terre, ils plantent 2 saillants près, puis là, ils renchaussent rien que ce qui passe. Hein? Si on se décide pour des parterres élevés, comment est-ce qu'on fabrique ça? C'est quoi la technique? Ben, tu peux faire 2 manières. Premièrement, tu peux faire un parterre élevé avec des côtés, comme tu mets du bois, ou tu peux faire un parterre élevé rien qu'avoir des buttes. Quand on fait des couches de fleurs, d'habitude, on fait des parterres élevés en faisant des buttes. Puis, tu as nos côtés définitivement. Quand tu fais un parterre élevé, d'habitude, tu ajoutes de la terre. Puis, moi, j'aime à faire des parterres élevés. Ce que je fais, tu prends le gazon, tu mets du carton pour tuer ton gazon,
puis là, tu mets ta terre sulfée. Puis tu peux soit faire la méthode lasagne ou mélanger ta terre à l'avance. Moi, j'aime la méthode lasagne parce que c'est simple. Tu mets ton carton, tu mets de la mauvaise herbe ou du compost frais, et puis là, tu mets du compost fini, puis là, tu mets 2 pouces de terre sulfée. Puis les vers de terre vont aller, puis tout mélanger pour toi-même. C'est la méthode des paresseux. Les bacs levés comme ça sont beaucoup plus faciles à maintenir, surtout pour les personnes plus âgées. C'est plus facile pour tes hanches. Tu n'as pas besoin de les faire 12 pouces de haut. Tu peux les faire même 5 ou 6 pouces. Et puis, la bonne affaire, c'est que tu as moins besoin de te pencher bas quand ça vient ésaber. Y a-t-il des négatifs pour ces bacs-là? La seule affaire négative, parce que c'est plus haut, le vent va passer dessus plus rapidement. Puis parce que c'est plus haut, ça sèche beaucoup plus vite. Que c'est un avantage le printemps parce que tu peux travailler ta terre plus tôt. Mais pendant l'été, là, dans une sécheresse, il faut que tu arroses un peu plus. Ça, c'est une des affaires désavantageuses. D'abord, si tu as des bacs levés, pense sérieusement à avoir de l'irrigation d'une manière ou l'autre parce qu'il faudra que tu arroses beaucoup plus. Si tu fais un bac levé, c'est important de mettre un peu plus de matière organique à cause de ce séchage-là. C'est mieux d'avoir un taux de matière organique un peu plus haut. Une autre méthode de bac élevé que dans les 5 dernières années, il y a un peu plus de popularité, puis ça s'appelle les bacs levés Back to Eden. Puis ça, la manière de le former, c'est que tu prends du papier ou du carton, puis tu le mets par terre dessus ton gazon. Là, tu mets à peu près 6 pouces de compost, puis là, tu mets à peu près 6 pouces de copeaux de bois. Avec la méthode Back to Eden, c'est une bonne idée de le faire l'automne, puis laisser s'essorer tout l'hiver. Puis là, le printemps, quand tu viens à planter, ce que tu fais, tu prends un râteau, puis tu ôtes le scie de bois, puis là, tu plantes directement dans le compost. Donc, ça sera peut-être un projet d'automne après. Pas de quoi que tu voudrais faire au début de la saison. Commencer le printemps. Parce que si tu le commences le printemps, les microbes dans le sol n'ont pas la chance de se stabiliser. Puis si tu le fais le printemps, tu peux le faire puis te servir des transplantes. Mais si tu veux planter des graines, les écopots de bois sont encore trop frais que ça réduit la germance des graines. Ça, c'est une bonne idée de le faire l'automne. Et ce sera une bonne façon de planifier une expansion de ton jardin. À l'avance, tu le fais l'automne. Par exemple, si tu veux planter de l'ail, tu peux faire ton Back to Eden l'automne, mettre ton ail, le laisser tout l'hiver, puis là, récolter ton ail au mois de juillet. Puis là, tu as de la place à planter peut-être quelque chose pour l'automne. Une autre manière de faire un bac levé, c'est la permaculture. Puis ça que tu fais avec la permaculture, tu fais comme un trou, tu mets du bois, des vieux morceaux de bois ou des écopots de bois. Là, tu mets de la mauvaise herbe ou des feuilles. Là, tu mets du compost. Puis là, tu mets à peu près 2 pouces de terre sur le fait. Quand ce que tu fais un système de permaculture avec du bois, la théorie, c'est que tu as ta fertilité pour les 10 prochaines années. C'est pareil comme la méthode lasagne. Quand tu fais la méthode lasagne, c'est beaucoup de travail, ça prend 2 fois plus de temps, mais tu n'as pas besoin d'ajouter de fertilité pour les prochaines années. Puis les vers de terre, puis les microbes font tout le mélangement que ça a besoin de faire. Moi, j'ai trouvé avec la permaculture, on a fait des couches de permaculture avec des vieux poteaux qu'on avait qui étaient pourris. Puis on trouve que les poteaux, comme le bois que tu as sur le bas, monte sur le fait éventuellement. Et puis, ça baisse rapidement. Ça veut dire que tes couches levées peuvent être 2 pieds de haut en année, puis dans 6 mois, ils seront rien que 12 pouces de haut. D'abord, ils sont hauts, mais parce que ça se décompose rapidement, ça baisse vite. Et puis, c'est comme ça, l'engrais est pas mal
vite. Puis là, les autres méthodes qu'on se sert, c'est les méthodes françaises puis bio-intensives. Puis ça, c'est comme la production que je fais. D'habitude, c'est des bacs levés à peu près 6 pouces. Puis le downfall, c'est qu'il faut que tu ajoutes des amendements ou du compost ou du fumier de vers de terre à tous les années. À tous les fois que tu plantes puis que tu récoltes, tu ajoutes un peu d'engrais à tous les fois que tu récoltes. Donc, pour la méthode française intensive ou bio-intensive, les bacs s'enlargent, oui. tu plantes beaucoup plus de plantes dans un petit espace. de plantations successives et tout. Exactement. La terre est jamais laissée sauge. Ça veut dire qu'il y a toujours quelque chose qui pousse. Mais à tous les fois que tu plantes de quoi, il faut que tu ajoutes du compost ou de l'engrais. Tu travailles une petite surface, mais tu en produis plus sur la petite surface. Et dans plusieurs saisons, n'est-ce pas? Exactement. Puis la clé, c'est de jamais laisser la terre sauge. Par exemple, comme moi, dans mon bio-intensif, l'automne, quand je commence à faire des récoltes, et même avant que j'ai tout récolté, je plante de l'engrais vert pour ajouter des nutriments. Le niveau de nutriments que tu as besoin pour faire l'intensif français ou le bio-intensif est un peu plus levé parce que tu produis beaucoup plus dessus une plus petite surface. Puis Elliot Coleman, c'est le premier fermier bio qui a commencé à amener les techniques comme ça de l'Europe, parce qu'en Europe, il y a beaucoup moins de terre. D'habitude, ils font beaucoup plus une production intensive sur une petite surface. Puis là, quand le mouvement bio a commencé aux États-Unis, il a commencé avec la production intensive parce que tu avais moins besoin de terre. C'était un petit peu plus facile à maintenir, mais c'est un peu plus de travail aussi.